Bonjour à tous, en janvier, je vous avais présenté cet indicateur, le CBBI. J'avais déjà au préalable fait des vidéos sur un certain nombre des indicateurs qui constituent justement le CBBI et aujourd'hui on va continuer cette série. Alors pour rappel, cet indicateur, le CBBI, est composé de 9 indicateurs relativement connus. Le PI Cycle Top Indicator, je l'ai déjà traité en vidéo. Le NUPL, je l'ai déjà traité en vidéo. RHODL, c'est bientôt prévu. QL multiple, c'est déjà fait. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur cet indicateur-là. Alors ça va aller très très vite, vous allez le voir. La moyenne mobile simple, 2 ans. On va voir dans cette vidéo si c'est pertinent ou pas d'utiliser cet indicateur et surtout quels sont les inconvénients d'un tel indicateur. Alors je vous le dis tout de suite pour ceux qui sont pressés, cet indicateur n'est absolument pas intéressant. Et justement, vous m'avez posé plusieurs fois la question sur cet indicateur, quels sont dessus sur la liste ceux que je garderai et ceux que j'enlèverai. Bah clairement, la moyenne mobile 2 ans, je l'enlèverai sans aucun doute. Alors je vais vous montrer tout ça via le site Decentrader, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Comme toujours, les liens, les sources se trouvent dans la description de celle-ci et donc vous allez pouvoir accéder à cet indicateur-là. Alors c'est l'indicateur sur le Bitcoin et donc ça sera une moyenne mobile 2 ans. Si je descends un petit peu au niveau de la construction, vous le voyez, bon, vous avez tout un tas d'informations, il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est simplement une moyenne mobile simple mais avec deux périodes différentes, enfin avec une période et la deuxième moyenne mobile s'obtient à partir de la première. Alors c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Tout d'abord, on a sur ce graphique 3 courbes. La courbe en noir, comme toujours, c'est le prix du Bitcoin. Ensuite, on a la courbe en vert. Alors, je vous mets la légende en descendant un petit peu. Vous le voyez, la courbe verte, c'est la moyenne mobile 2 ans. Tout simplement, c'est une moyenne mobile sur le prix avec 730 jours. Hein. C'est 2 ans, il n'y a rien de bien compliqué. Ça se rajoute sur TradingView. Et enfin, on a une moyenne mobile ici 2 ans multipliée par 5. C'est la courbe en rouge. Alors, comment on l'obtient? On prend simplement la courbe verte et on multiplie les valeurs par 5. Vous voyez par exemple ici, en novembre 2018, la moyenne mobile 2 ans est environ à 5 000 $. On multiplie par 5, ça fait 25 000. Si on remonte, vous le voyez, on est à peu près grosso modo à 25 000. Je prends un deuxième exemple. Ici par exemple, la moyenne mobile 2 ans, vous le voyez, elle vaut quasiment 200 $. 200 $ x 5, ça fait presque 1000 $. On monte et donc vous le voyez, on est quasiment à 1000 $. Donc la deuxième moyenne mobile se tient uniquement à partir de la première en faisant x 5. Alors déjà, on va voir comment fonctionne cet indicateur et ensuite je vous donnerai mes conclusions. Alors, est-ce que c'est un indicateur qui est pertinent? Première question à se poser, c'est est-ce que les valeurs qui sont utilisées sont intéressantes? Là, on prend une moyenne mobile 2 ans. Bon, prendre une moyenne mobile 2 ans, déjà, ça ne peut se faire que sur très peu de crypto-monnaies, en tout cas sur les grosses crypto-monnaies, enfin maintenant ça commence à faire, on commence à avoir de l'historique, mais vous voyez par exemple que cet indicateur-là, on ne peut pas l'utiliser sur pas mal d'alts qui ont été créés, mais justement il y a moins de 2 ans, parce qu'il faut au moins 2 ans d'historique pour construire cet indicateur. Alors évidemment ici la question se pose pas trop, parce que c'est un indicateur qui ne s'utilise normalement ici que sur le Bitcoin. Mais ça c'est la première problématique justement à laquelle je veux venir, c'est que pourquoi cet indicateur-là, qui finalement n'utilise que le prix, se base que sur le Bitcoin? Alors autant les indicateurs que je vous ai présentés précédemment, MVRV, NUPL, SOPR, ça a du sens que ce soit uniquement sur le Bitcoin parce qu'on prend les UTXO du Bitcoin. Mais là, on prend le prix du Bitcoin. Pourquoi on ne pourrait pas prendre le prix de l'Ether, le prix d'une autre crypto-monnaie? Moi, ça me dérange toujours les indicateurs qui pourraient être sur plein de crypto-monnaies, mais qui ne le sont pas tout simplement parce que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, on prend une moyenne mobile 2 ans. Pourquoi 2 ans? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas 3 ans? Pourquoi pas 6 mois? Après, bon, à un moment donné, il faut aussi définir une durée, donc je peux le comprendre, mais ça me paraît quand même bizarre de prendre une durée de 2 ans. On va voir comment se comporte cet indicateur. Regardons déjà, justement, la moyenne mobile 2 ans, la courbe verte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, déjà là, c'est quand même bizarre parce que la courbe, elle commence en 2010 alors qu'il faut 2 ans d'historique. Le Bitcoin n'existait pas a priori en 2008. Donc ça a été dessiné après coup. Donc déjà, premier problème qui me dérange. Ensuite, on voit que lorsque le prix descend sous la moyenne mobile 2 ans, on a un potentiel signal d'achat. Soit, pourquoi pas. Ensuite, on a un deuxième signal d'achat ici, un troisième, un quatrième. On le voit de façon très claire. Bon, deux problèmes se posent. Premier problème, c'est un problème de temporalité. Vous voyez ici que lorsque le prix passe sous la moyenne mobile 2 ans, vous le voyez ici, octobre 2011, on passe en dessous de la moyenne mobile. Ensuite, janvier 2012, on repasse au-dessus. On peut attendre 3 mois pour ensuite être en gain. Vous voyez déjà ici, la durée est beaucoup plus longue. Là, on passe de décembre 2014 à quasiment décembre 2015. On a à peu près 1 an sous la moyenne mobile. Ici, pareil, on a une durée différente. Et là, j'en parle même pas. Vous voyez, depuis mai 2022, bon, bah, on est encore en dessous et a priori, on n'est pas prêt de repasser au-dessus de cette moyenne mobile. Elle a 40 000 $, donc il va falloir encore attendre au moins quelques semaines pour repasser au-dessus. Donc, premier problème de temporalité. Deuxième problème, parce que la temporalité, finalement, à la limite, c'est pas très grave, on peut attendre 6 mois, 1 an. Mais le deuxième problème, c'est le drawdown. Et vous voyez que lorsqu'on passe en dessous de la moyenne mobile, le prix vaut 4 $, mais il descend jusqu'à 2 $. On se prend à moins 50%. Ici, 350, le prix descend jusqu'à 200, quasiment la moitié pareil. Ici, 5500 et on descend à 3000,
quasiment la moitié. Et là, idem, 35 000 et on descend à 15 000, plus de la moitié. Donc, acheter lorsqu'on est en dessous de cette moyenne mobile, pourquoi pas, mais il faut être prêt à supporter un drawdown de 30, 40, 50, 60%. Donc ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est, vous voyez quand même qu'on descend quand même vachement bas par rapport à la moyenne mobile. On ne descend pas simplement de 10%, donc on pourrait très bien imaginer prendre une moyenne mobile qui descend beaucoup plus bas ou avec un coefficient. De la même manière que la moyenne mobile YO, on multiplie par 5 la moyenne mobile 2 ans, on peut très bien imaginer une moyenne mobile supplémentaire où on multiplie non pas par 5, mais par exemple par 0,8 ou 0,7 pour justement essayer de raser le point bas à chaque fois et pas couper comme ça le prix en plein milieu. Donc ça, c'est pas mal de problématiques qui clairement me dérangent. Donc on a déjà ça par rapport à la moyenne mobile 2 ans. Maintenant, on va continuer par rapport à la courbe rouge qui est multipliée par 5. Pareil, on se pose les mêmes questions. Pourquoi c'est multiplié par 5 ? Pourquoi on ne multiplierait pas par 3 ? Pourquoi pas par 4 ? Pourquoi pas par 6, par 10 ? Eh bien tout simplement parce qu'en multipliant par 5, on a l'impression que ça marche bien. Vous voyez ici, effectivement, lorsqu'on est au-dessus, ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'on rate énormément du mouvement. Là, par exemple, si on revend au-dessus de la moyenne mobile 2 ans x 5, donc aux alentours des 2,50 $, le prix est quand même monté à x 10 encore après. Idem ici, on revend vers les 43 $, le prix est monté à plus de 200 $, on rate à x 5. Idem là, 250, et le prix est monté à quasiment 1000 $. On rate à peu près 1 x 4. Donc à chaque fois, on rate quand même un gros mouvement. On pourrait avoir la même conclusion que ce que je vous ai donné il y a quelques instants avec la moyenne mobile 2 ans, prendre un coefficient différent qui augmente cette fois-ci non pas 5, mais peut-être 7, 8, 9 pour essayer de revendre au plus haut. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps. Et vous voyez déjà, juste avec un coefficient 5, ça ne fonctionnait déjà pas en 2021. Vous voyez que le prix a frôlé ici le x5, mais il n'est pas passé au-dessus. Alors que précédemment, il était quand même passé au-dessus largement, x10, x5, x4. Là, on passe même pas au-dessus. Ce qui, de manière générale, me dérange dans cet indicateur, c'est qu'il suppose que les cycles du Bitcoin seront toujours identiques. C'est-à-dire que le Bitcoin, pendant un certain temps, va monter, puis pendant un certain temps stagner, puis ensuite pendant un certain temps baisser, et en plus de telle amplitude et telle amplitude. Et en fait, on se base sur le passé, supposément que le prix pourrait toujours évoluer de la même façon, du même cycle. Bon, on voit très bien, on le sait avec le Bitcoin, c'est absolument pas le cas, et c'est justement ce qui me dérange avec cet indicateur. Prenons maintenant un nouveau scénario, tout à fait possible. Imaginons maintenant que le Bitcoin continue à stagner, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit depuis maintenant quasiment un an. Admettons que maintenant le Bitcoin continue à stagner encore pendant 1 an, 2 ans. C'est possible, le Bitcoin peut continuer à stagner en dessous des 40 000 $, potentiellement encore au moins 1 an. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ici, l'indicateur est totalement remis en question parce que la moyenne mobile 2 ans, elle va totalement s'aplatir parce qu'elle se base sur l'historique du prix sur les 2 dernières années. Mais si le prix a stagné, la moyenne mobile va stagner. Et donc, la moyenne mobile qui est au-dessus va également stagner, voire même, pourquoi pas, baisser, légèrement baisser. Et donc là, si le prix ensuite, après une très longue compression, pousse à la hausse, généralement c'est ce qui se passe, plus ça compresse, plus ça pousse, et non pas plus ça compresse, moins ça aura tendance à pousser. Et donc là, si on a une consolidation pendant 2 ans, a priori le prix va exploser à la hausse, et on aura potentiellement le même problème que ce qu'on avait ici, c'est-à-dire que on va certes franchir la moyenne mobile 2 ans, mais on va rater un mouvement de x5, x10, x20. Donc c'est clairement un problème avec cet indicateur, mais comme je vous l'ai évoqué tout au long de cette vidéo, ce n'est pas le seul problème, on en a plein. Pourquoi avoir pris 2 ans? Pourquoi uniquement sur le Bitcoin? Alors moi j'ai évidemment une réponse, j'en ai déjà partiellement parlé dans cette vidéo, mais pour moi, c'est pas un indicateur intéressant parce que c'est un indicateur qui utilise tout simplement juste une moyenne mobile. Et si c'était aussi simple, on le saurait. Il suffit pas de prendre une moyenne mobile 50, une moyenne mobile 200, une moyenne mobile 2 ans, une moyenne mobile 730 multiplié par 5 et divisé par 56. Ça n'a aucun sens. Si c'était aussi simple, on le saurait. Ce n'est pas en prenant des moyennes mobiles que vous arriverez à vraiment déterminer les tops et les bottoms des bitcoins. Déjà, en utilisant des indicateurs avancés, honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Même en croisant plein d'indicateurs, faut y aller. Peu de personnes ici ont réussi à savoir que c'était le point haut sur le Bitcoin à 60 000. Beaucoup, moi y compris, pensaient que le Bitcoin allait au moins toucher les 90 000, 100 000 $. Tout simplement parce que la plupart des indicateurs avancés, c'est ce qu'ils indiquent. Alors imaginez maintenant prendre un indicateur aussi simple qu'une moyenne mobile 2 ans. Vous imaginez bien que vous n'aurez pas chopé le point haut. À la limite, ça fonctionnera une fois, 2 fois, mais ensuite ça fonctionnera pas parce que vous aurez soit raté un gros mouvement de hausse, soit tout simplement acheter et derrière prendre à moins 70%. Donc voilà par rapport à cet indicateur. Si on revient sur le CBBI, c'est un indicateur qui, moi, m'intéresse pas. Et vous le voyez par rapport aux autres indicateurs qui ont déjà bien entamé leur rebond. On voit par exemple que le PI cycle, il est déjà à 15%. Le NUPL est déjà à 43%, alors que la moyenne mobile 2 ans, je pense que le 2% est juste symbolique. Là, on est bien en dessous. Vous l'avez vu sur le graphique, on est bien en dessous de la courbe verte. Donc ici, le fait qu'il soit à 4,2%, ça pose clairement problème. Donc moi, j'aurais tendance à tout
tout simplement ne pas utiliser cet indicateur. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo sur le MVRV et le SOPR, pour le moment, je vous présente des indicateurs malheureusement qui semblent pas intéressants. En tout cas, c'est des indicateurs qui ne sont pas intéressants selon moi. Bien évidemment, on est ouvert au débat. Si vous avez un avis contraire, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Certains indicateurs sont plus intéressants pour certains types de profils que pour d'autres types de profils. Pour mon type de profil, je trouve que c'est un indicateur qui présente beaucoup trop d'inconvénients et derrière, on n'a pas vraiment d'avantage. Donc c'est un indicateur que, pareil, comme avec le SOPR et le MVRV, je ne surveille pas parce que beaucoup trop de limites et je préfère regarder directement la source. Le SOPR et le MVRV, la source c'était le release price. Bon, ici, la moyenne mobile 2 ans, la source c'est tout simplement le prix. Je préfère directement regarder le prix parce que si vous vous basez sur un indicateur comme ça, déjà vous achetez ici à 35 000, vous subissez un drawdown de moins 50%. Et maintenant, admettons qu'il y a eu un signal d'achat sur du court terme, vers 17 000, 18 000, 19 000, peu importe, notamment le release price, souvenez-vous, il est aux alentours de 19 000 $, j'en avais parlé dans la vidéo du MVRV, au lieu d'acheter à 19 000, pour acheter avec cet indicateur, vous allez potentiellement attendre de repasser au-dessus ici des 40 000 $, mais vous ratez finalement le plus gros du mouvement, le prix aura quasiment fait x3 d'ici là. Donc voilà par rapport à cet indicateur, c'est un indicateur que je n'utilise pas, je vous le recommande pas, après libre à vous de l'utiliser si vous le voulez. Des indicateurs comme ça qui utilisent des moyennes mobiles, il y en a plein, alors je ne dis pas, attention, de ne pas utiliser du tout ces indicateurs-là, certains sont intéressants, il faut juste éviter d'utiliser des indicateurs redondants. Par exemple, le PI cycle, c'est un indicateur qui finalement se construit de plus ou moins de la même façon, on utilise aussi des moyennes mobiles, mais il a d'autres avantages, j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, il a bien d'autres avantages par rapport à ici une simple moyenne mobile 2 ans. L'idée comme toujours, c'est pas de dire tel indicateur est meilleur qu'un autre, c'est d'essayer d'avoir des indicateurs complémentaires et qui vont dans notre optique d'investissement. Est-ce que on investit plutôt sur un horizon 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que notre objectif c'est d'essayer d'acheter au plus bas? Est-ce que c'est simplement de surfer la tendance et faire du DSA, etc., etc. Et évidemment, en fonction de votre profil d'investisseur, vous n'utiliserez pas forcément les mêmes indicateurs. Voilà par rapport à cette vidéo. Si vous avez des remarques, des questions, posez-les en dessous dans les commentaires, j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.